ce que l'on peut broder autour. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des points de suspension dans mon titre, parce que on est tous d'accord pour dire que ces coupes et ces recommandations sont une base, mais que bien sûr, très souvent, elles sont insuffisantes. Donc, je vous propose d'abord, pour bien comprendre ce que c'est un cœur normal et pour pouvoir évoluer vers la pathologie, de reprendre un petit peu d'embryologie, d'anatomie et d'écho-anatomie pour bien apprendre à se repérer dans un cœur, même si je sais que tout le monde le sait, mais c'est toujours bon de remettre quelques pendules à l'heure. S'il y a des embryologistes purs et durs dans cette salle, je leur demande de me pardonner parce que ça ne sera qu'une ébauche de rappel de ce que l'on doit savoir. Donc, l'organogénèse du cœur commence très tôt, vous le savez, entre J15 et J60. Les battements cardiaques apparaissent très précocement au 21-22e jour et la circulation fœtale est mise en place vers le 25-27e jour. Au 60e jour, le cœur est terminé. On a trois étapes très importantes à comprendre dans l'embryologie cardiaque. La première étape, la plus précoce, J23, c'est la loupe. La deuxième étape, c'est la convergence. Et la troisième et dernière étape, c'est le wedging. Ce sont ces trois étapes qui vont nous permettre de comprendre comment se met en place un cœur normal et de comprendre comment on peut aboutir très facilement à une pathologie. Donc la délimitation, c'est la première étape aux alentours de la 4e semaine, où vous allez avoir un embryon qui est linéaire et qui va subir une rotation à la fois caudale et à la fois latérale pour aboutir à un tube cardiaque. Ce tube cardiaque, vous allez y repérer le pôle artériel et le pôle veineux, et entre les deux, vous avez le bulbe, le ventricule primitif et l'oreillette primitive. Ce tube cardiaque va subir donc la première étape de son embryologie, c'est-à-dire une boucle. Cette boucle qu'on appelle donc la loupe, cette boucle va se faire dans le sens droit-gauche, sous l'influence des gènes Leschti et nodal, qui vont entraîner donc cette rotation du tube cardiaque vers la droite pour venir positionner le conus au pôle crânial et les entrées veineuses au pôle caudal. Vont se positionner ensuite les ventricules, puis les oreillettes au-dessus des ventricules. Ça, c'est la première étape, c'est la boucle. S'il y a une pathologie très précoce au moment de cette première boucle, de cette déloupe, on l'appelle, vous allez avoir, si la boucle se fait vers la gauche, vous allez avoir tout ce qui est la pathologie de l'hétérotaxie. Donc, vous allez avoir le situs inversus, les hétérotaxies, les syndromes d'isomérisme et la transposition des gros vaisseaux. Donc, tout ça est déterminé très précocement par l'asymétrie et l'anomalie du sens de la boucle cardiaque. Cette convergence, ça va être l'établissement de la continuité entre le tube cardiaque, le conus, et les ventricules. Donc, cette croissance va entraîner un déplacement du conus au-dessus des deux ventricules. Et comme il y a une croissance plus importante du ventricule droit que du ventricule gauche, il va y avoir une poussée du ventricule droit vers la gauche, ce qui fait que le conus principal va se positionner au-dessus des deux ventricules pour devenir médian. Donc, vous avez ici le ventricule primitif. On la voit la flèche ou pas? Ah non, zut. Je n'ai pas de... Le ventricule primitif. Est-ce qu'il y a une petite... La flèche n'apparaît pas. Le ventricule primitif, donc... Ben oui, mais ça marche pas sur l'écran. Le ventricule primitif qui n'est pas encore cloisonné avec le tube conal qui va se mettre au-dessus des deux ventricules. Si cette convergence se fait mal et si la croissance et la poussée du ventricule droit vers le ventricule gauche ne se fait pas suffisamment ou se fait de façon pathologique, vous allez avoir des pathologies comme le ventricule gauche à double entrée, le ventricule droit à double issue.
le ventricule unique, l'atrésie tricuspide, l'hypo-VG ou l'hypo-VD. Donc encore une fois, des pathologies d'installation très précoces. Parallèlement se fait la croissance des bourgeons sous-endocardiques. Ces bourgeons sous-endocardiques vont être responsables par leur croissance de la septation des oreillettes, de l'oreillette primitive pour donner le septum interauriculaire et fermer l'ostium primum. Je vous rappelle qu'il reste toujours l'ostium secundum dont on ne peut pas prédire s'il se fermera ou pas. La formation des valves auriculo-ventriculaires, mitrales et tricuspides, et le septum interventriculaire dans sa portion haute. Le troisième élément important est le wedging ou encastrement. Ce wedging va être responsable de la rotation de la valve aortique vers la gauche, qui va venir s'encastrer entre l'artère pulmonaire et la valve mitrale. Cette portion, c'est dommage, je ne peux pas montrer. Alors, vous voyez ici la valve aortique qui est en rouge, la valve mitrale qui est en bleu et le septum conal qui est en vert. La valve aortique va venir, par le wedging, tourner autour du septum conal et venir se positionner sous l'aorte, entraînant ainsi une position du septum conal qui va venir se mettre en haut du septum interventriculaire et fermer le septum interventriculaire. Parallèlement, le conus, le tronc artériel va croître également. Il va y avoir une croissance asymétrique des deux vaisseaux aortiques et pulmonaires. L'artère pulmonaire croissant de façon plus rapide. Comme elle croît de façon plus rapide, elle va être responsable d'un enroulement autour de l'aorte, ce qui fait que l'artère pulmonaire va passer en avant et au-dessus de l'aorte, ce qu'on connaît dans notre anatomie normale. Si cette évolution du conotroncus se fait de façon pathologique, c'est-à-dire s'il y a un défaut de migration du septum conal, vous allez avoir un ventricule droit à double issue. Et si en plus vous avez un défaut de rotation de l'artère pulmonaire par défaut de croissance de l'artère pulmonaire, vous allez avoir une malposition des gros vaisseaux en supplément. Donc, ce septum conal est très important, vous le savez, dans l'identification de certaines pathologies. Donc, vous avez le plus à gauche le septum normal qui vient se positionner donc en haut du septum interventriculaire séparant du coup l'aorte et l'artère pulmonaire. Ça, c'est la forme normale. Si ce septum conal n'a pas suffisamment migré, s'il reste un petit peu horizontal, vous allez avoir une obstruction de l'artère pulmonaire partielle ou complète. C'est une artère pulmonaire qui ne va pas pouvoir se développer correctement. Vous allez avoir une hypoplasie de l'artère pulmonaire, une non-fermeture du septum interventriculaire par bascule de ce septum conal, et c'est la tétralogie de Fallot. Si vous avez un septum conal qui n'a pas du tout migré, qui vient obstruer l'artère pulmonaire, vous allez avoir une atrésie pulmonaire à septum ouvert, puisqu'il y a une non-fermeture du septum interventriculaire. Si vous avez une non-séparation du conus, vous allez avoir un tronc artériel commun avec absence de septum conal. Et si vous avez une trop grande bascule du septum conal, qui va venir se mettre sous l'origine de l'aorte, sous les valves aortiques, vous allez avoir une interruption de l'arche aortique. Donc tous ces éléments d'embryologie nous permettent de comprendre assez bien comment fonctionne la pathologie. Donc je vous résume les trois grandes étapes. La loupe, donc qui se fait vers la droite, puis la convergence qui va mettre le troncus au-dessus des deux ventricules par croissance des ventricules, puis le wedging qui va permettre de placer les valves aortiques et le septum conal en bonne position pour avoir des continuités nitro-septo-aortiques et un croisement des gros vaisseaux. Alors ensuite, quand on examine un cœur et qu'on a bien compris comment se faisait l'embryologie, il faut savoir ce qu'on recherche. On ne recherche bien que ce que l'on sait rechercher, et il faut toujours examiner le cœur de l'entrée vers sa sortie, c'est-à-dire des pôles veineux vers les pôles artériels. Vous savez qu'on doit observer d'abord l'entrée par les veines pulmonaires, les veines caves, et la sortie par l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc dans le cœur, vous avez deux systèmes qui fonctionnent en parallèle, avec deux communications à l'entrée du cœur, le foramen ovale, à la sortie du cœur, le canal artériel.
Quand on examine un cœur, il faut également savoir quels sont ses constituants. Ce n'est pas parce que des cavités sont situées à gauche que ce sont des cavités gauches. Ce n'est pas parce qu'une oreillette est en position gauche que c'est bien une cavité gauche. Donc il faut savoir se repérer par l'anatomie et non pas par la position, vous le savez. Donc un peu d'anatomie. Le cœur droit, il est globalement vertical et il va s'enrouler d'arrière en avant autour du ventricule, autour du cœur gauche. Donc l'arrière, c'est l'oreillette qui va être la plus postérieure, en avant le tronc pulmonaire et devant le ventricule gauche et autour de l'aorte. Donc il y a vraiment une rotation du cœur droit autour du cœur gauche. Le retour veineux se fait par le système cave, donc on a la veine cave inférieure, la veine cave supérieure qui s'obtient par un plan bicave, donc vous devez sortir des coupes de Lachenioff pour retrouver cette incidence. Le ventricule droit, vous le savez, il est plus trapézoïdal que le ventricule gauche. Ce n'est pas le ventricule qui fait la pointe du cœur. Il y a des parois qui sont un petit peu plus épaisses et plus irrégulières. Et c'est le ventricule qui contient la valve tricuspide. Vous savez que les valves appartiennent à leur ventricule. Donc la position des valves dans les ventricules permet de déterminer la nature du ventricule. On ne peut jamais avoir une valve mitrale dans un ventricule droit et jamais une valve tricuspide dans un ventricule gauche. Le cœur gauche, donc il est globalement, lui, horizontal et chacune de ces structures, oreillette, ventricule et aorte, est en arrière de la structure droite qui lui correspond. Le cœur droit, l'oreillette gauche, donc sur le plan anatomique, c'est celle qui est située la plus proche du rachis et de l'aorte, et c'est celle qui reçoit normalement les veines pulmonaires, donc les retours veineux pulmonaires. C'est la cavité dans laquelle bat en temps normal la membrane du foramen ovale. Le ventricule gauche, c'est celui qui fait la pointe du cœur. Il a des parois qui sont plus lisses et c'est celui sur lequel s'insère la valve mitrale qui est plus postérieure, la valve tricuspide étant plus apicale. Alors, les recommandations de Lachenioff. Au premier trimestre, que nous recommande Lachenioff? Pas grand-chose, juste de voir que le cœur bat. On nous demande juste de regarder les battements cardiaques et de les mesurer s'ils paraissent anormaux. On a beaucoup discuté sur les cas de cavité au premier trimestre. Ça ne fait pas partie des recommandations. Néanmoins, je pense qu'au minimum, on peut s'assurer que le cœur est bien en position gauche, au-dessus de l'estomac, et qu'il y a cas de cavité. Ça paraît, lorsqu'on fait une écho entre 12 et 13 semaines, tout à fait accessible. Au deuxième trimestre, Lachenioff nous recommande de vérifier la position du cœur dans le thorax, de vérifier l'équilibre des cavités cardiaques et de vérifier les voies excrétrices et donc les gros vaisseaux. Donc, voilà les clichés que vous devez rendre au minimum pour votre compte-rendu. Donc, les cas de cavité, les voies d'éjection gauche avec les continuités nitrosepto-aortiques et ce fameux cliché qui a récemment changé, qui est un cliché où on est censé voir la bifurcation aortique s'enrouler autour de quelque chose de rond qui est censé être l'aorte. Vous avez tout de suite compris que je n'aimais pas cette coupe du tout et que je ne l'utilise globalement pas du tout. Alors vous allez me dire comment on fait puisqu'on nous demande de la rendre. Donc je pense qu'il y a des alternatives. Moi je pense que cette coupe, et on pourra en rediscuter, on a effectivement deux structures, a priori vasculaires si on met de la couleur dedans. On ne sait absolument pas d'où sort quoi et où aboutit quoi, donc je pense qu'elle est parfaitement insuffisante, même pour le diagnostic de la transposition des gros vaisseaux et peut-être surtout pour le diagnostic de la transposition des gros vaisseaux, et je vais vous le prouver tout à l'heure. Donc ces coupes, elles sont un minimum, bien entendu. Vous pouvez faire beaucoup d'autres coupes pour étudier le cœur, le plan bicave, la crosse de l'aorte. Vous avez beaucoup d'autres examens possibles et les trois vaisseaux, on en reparlera. La position, j'y reviens très brièvement. Chacun a un petit peu sa technique, j'ai l'impression. Moi, je me dis que quand il est dos à gauche, tête en bas, dos à gauche, le cœur est en bas de l'écran. Et après, je les fais tourner. Quand il est à droite, c'est l'inverse. Et on les fait tourner. Donc, vous savez tous que l'examen du cœur commence par la latéralisation du fœtus. Il est absolument indispensable de commencer votre examen du cœur par l'examen de l'abdomen pour être sûr
que le situs thoraco-abdominal est normal. Donc, vous commencez par faire la position du fœtus. Bon, là, on a un fœtus céphalique dos à gauche, l'estomac est bien en bas. Donc, vous passez par le trompe-porte, ça vous donne le situs abdominal. Ça permet de vous dire que la horte est bien à gauche du rachis, que la veine cave est bien à droite du rachis. Donc, il n'y a pas d'anomalie du situs abdominal et il n'y a pas d'interruption de la veine cave. Déjà, juste votre coupe de périmètre abdominal vous donne toutes ces informations sur la latéralisation au moins abdominal du fœtus. Donc, un exemple, céphalique dos à gauche, vous avez le cœur qui est bien en bas de l'écran et je monte, j'ai la pointe du cœur qui est à droite, donc on a une anomalie de situs thoracique. Anomalie de situs thoracique, il faut bien sûr s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie associée, que ce soit au niveau abdominal, mais également au niveau des gros vaisseaux. Et vous voyez tout de suite ce fœtus qui avait en plus une large CIV et une pathologie cardiaque associée. Donc ça, c'est votre premier boulot, la latéralisation, le situs abdominal et thoracique. Ensuite, cette fameuse coupe des 4 cavités, elle est quand même très informative. C'est une coupe donc, qui n'est pas tout à fait horizontale parce qu'elle est oblique en bas et à gauche. Et elle va nous permettre de faire une corrélation écho-anatomique. Vous allez retrouver donc à gauche de l'écran le ventricule gauche qui fait la pointe du cœur, le ventricule droit qui a des parois plus épaisses et qui ne fait pas la pointe du cœur, la valve tricuspide qui est plus apicale, les retours veineux qui se font bien, je suis embêtée de ne pas avoir de flèche, je suis désolée, qui se font bien dans l'oreillette gauche et l'oreillette droite qui ne reçoit rien sur la coupe des 3 vaisseaux, sur la coupe des 4 cavités, pardon. Alors, cette coupe des 4 cavités va nous renseigner sur la fréquence et le rythme cardiaque, sur l'axe et la taille et la position du cœur, sur le fait que les 4 cavités soient équilibrées ou déséquilibrées, sur la présence d'un septum interauriculaire, sur la présence d'un septum interventriculaire intact, sur les retours veineux pulmonaires qui sont bien à gauche, sur les 2 valves auriculo-ventriculaires qui s'ouvrent et qui se ferment et qui sont perméables, sur la membrane du foramen ovale qui va bien dans l'oreillette gauche et sur l'aorte qui est à gauche du rachis, la veine azygos étant à droite du rachis. Donc vous avez déjà pas mal d'informations si vous faites cette coupe 4 cavités et que vous l'examinez correctement. Alors, un exemple d'anomalie du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque. Vous voyez ici un cœur qui bat beaucoup trop rapidement. C'est un bébé qui est en tachycardie supraventriculaire. Donc, vous avez une anomalie de la fréquence cardiaque. C'est une incitation à bien regarder l'anatomie du cœur et à référer à votre cardiopédiatre. Vous avez ici un cœur qui a un axe anormal. Le cœur est normalement à 45 degrés, plus ou moins 15 degrés, orienté pointe à gauche. Ce cœur est à 90 degrés. Attention, c'est un excellent signe d'appel pour une cardiopathie conotroncale et pour une tétralogie de Fallot. Donc, une anomalie d'axe du cœur doit vous rendre très vigilant sur la recherche d'une discontinuité au niveau de l'aorte. Vous avez ici un cœur qui n'est pas en position gauche normale, mais qui est complètement refoulé sur l'hémithorax droit, parce qu'il y a une structure liquidienne à l'intérieur, c'est l'estomac. C'est un fœtus qui avait une hernie de coupole. La position du cœur, si tant est qu'on n'ait pas vu auparavant la hernie de coupole, vous permet d'avoir indirect par la position anormale du cœur. Vous pouvez avoir une asymétrie des cavités, donc il faudra savoir si c'est une grosse oreillette, une petite oreillette, laquelle est anormale. Donc vous avez à gauche un petit ventricule gauche, vous avez au milieu un petit ventricule droit avec une valve qui ne semble pas perméable, et vous avez à droite une énorme oreillette droite, dont il faudra trouver l'origine, la cause. Alors on a dit que l'examen du cœur commençait par les retours veineux, donc à gauche les retours veineux pulmonaires, c'est un peu l'angoisse de tous les échographistes de louper un retour veineux pulmonaire anormal total.
Donc, le retour veineux pulmonaire va se faire dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche a un toit qui est un petit peu aplati par cette impactation du sinus veineux à l'intérieur. Et vous voyez ici ces espèces de cornes de taureau qui viennent s'implanter dans l'oreillette droite. Ça, c'est dans l'oreillette gauche, pardon. Ça, c'est le signe direct du retour veineux pulmonaire normal. Il y a un autre signe que je trouve bien, c'est la distance, quand on a un doute et qu'on ne voit pas les veines pulmonaires, c'est la distance entre l'aorte et le toit de l'oreillette gauche. Normalement, l'aorte et l'oreillette gauche se touchent quasiment. Il peut arriver des cas comme dans celui-là où la distance entre l'aorte et l'oreillette gauche est beaucoup plus importante que normalement. Et il faut absolument soupçonner dans ce cas-là qu'il y ait une interposition, même si vous ne le voyez pas en direct, d'un collecteur qui passerait derrière le toit de l'oreillette gauche et qui viendrait écarter cette distance. Autre signe d'anomalie des retours veineux, c'est le collecteur. Donc vous voyez ici, on pourrait se dire qu'il y a bien une veine pulmonaire qui vient dans l'oreillette, mais en fait, au niveau de la petite flèche, là, vous avez un collecteur veineux qui va drainer cette veine pulmonaire qu'on voit un petit peu trop bien. Et c'est donc ce collecteur, et vous voyez la distance entre l'aorte et l'oreillette est trop importante parce qu'il y a ce collecteur qui passe en arrière de l'oreillette. Et puis, il y a le sinus coronaire, dont on entendra plus parler tout à l'heure, une dilatation du sinus coronaire qui vous fait cette petite bulle au niveau de l'oreillette gauche, est donc peut-être un signe d'appel pour un retour veineux pulmonaire anormal dans le sinus coronaire. Donc, méfiance lorsque vous avez cette petite image arrondie dans l'oreillette gauche. Allez bien vérifier les retours veineux pulmonaires. Ça peut être un signe d'appel de retour veineux pulmonaire intracardiaque. La coupe des 4 cavités nous permet également d'observer les valves. Les valves doivent être décalées, on l'a vu, plus ou moins décalées, mais il doit y avoir un décalage. La valve tricuspide étant plus apicale que la valve mitrale qui est plus postérieure. Donc, l'insertion linéaire des valves auriculo-ventriculaires est peut-être un signe d'appel de trisomie 21 et justifie d'un contrôle échocardiographique et de la réalisation, s'il est confirmé, d'une amyosynthèse. Il peut y avoir, à l'inverse, un excès de décalage de ces valves auriculo-ventriculaires. Vous voyez ici la valve mitrale à gauche qui est parfaitement à sa place et on n'arrive pas à avoir de valve tricuspide à sa place parce que la valve tricuspide est très apicale, elle est quasiment collée à la pointe du ventricule, réalisant ainsi une espèce d'énorme oreillette. Il y a une atrialisation du ventricule droit et c'est donc la maladie d'Epstein. Donc l'excès de décalage est aussi pathologique et doit vous faire référer. Sur la coupe des 4 cavités, vous allez observer le septum interauriculaire. Ce septum interauriculaire, c'est donc le septum primum qui nous intéresse. Et ce septum primum, s'il est absent, est le signe d'appel aussi d'une anomalie chromosomique, la trisomie 21. Donc vous devez toujours avoir un septum primum sur votre coupe des 4 cavités. Un exemple de septum primum absent. Vous voyez ici des valves auriculo-ventriculaires qui sont alignées. Vous avez un défect au niveau du septum primum et aussi au niveau du septum interventriculaire, donc avec un canal atrioventriculaire partiel. Donc ça, il faut référer et il faut le présenter au DPN pour une amyosynthèse. La coupe des 4 cavités nous informe sur le septum interventriculaire, donc qui doit également être en théorie intact. Vous avez ici une absence complète de septum interventriculaire avec un ventricule unique avec ouverture des 2 valves auriculo-ventriculaires au sein d'un seul et même ventricule. Il n'y a eu aucune fermeture du septum interventriculaire. Vous avez ici donc en haut à gauche, une communication interventriculaire dans le septum musculaire. Donc on n'est plus là dans la zone qui nous intéresse pour la trisomie 21. C'est une communication interventriculaire qui est large, mais qui ne fait pas partie du septum sous les valves. Vous avez encore un autre exemple de ventricule unique avec ouverture des 2 valves auriculo-ventriculaires dans le même ventricule. Et ici, vous avez une pathologie à la fois du septum interauriculaire et du septum ventriculaire, avec une seule valve auriculo-ventriculaire qui s'ouvre au-dessus d'un trou. On n'a plus du tout la croix du cœur, et ça, c'est le canal atrioventriculaire complet. Alors, attention au piège de cette coupe 4 cavités, je pense qu'on va en reparler largement tout à l'heure. Nombreuses sont les patientes qui sont référées pour suspicion
de CIA ou de CAV partiel avec des images comme ceci. Donc on a effectivement l'impression d'avoir un défect en lieu et place du septum interauriculaire, mais si on regarde bien l'image, on s'aperçoit qu'en fait les valves ne s'ouvrent pas et qu'on n'est pas sur le système valvulaire, mais qu'on est sur les anneaux des valves, et que donc cette coupe a été mal faite. On n'est pas réellement sur une coupe 4 cavités, on est sur une coupe qui est faite trop basse. Si je remonte ma coupe, voilà encore une impression. Donc là, ce que je mesure, c'est le sinus coronaire qui nous donne cette fausse image. Je remonte ma coupe et là, je suis bien sur une coupe 4 cavités. J'ai les retours veineux pulmonaires et je vois qu'il y a un septum primum. Et quand je regarde bien, en dynamique, vous voyez ici, on a le sinus coronaire qui est très dilaté. Je n'ai pas de septum primum. Je remonte ma coupe et je m'aperçois que le sinus coronaire fait cette petite bulle dans l'oreillette gauche. Et c'est le sinus coronaire. Si je monte, je descends la coupe et je la mets au niveau du trait bleu. Là, voilà, je suis au niveau du sinus coronaire. Je remonte ma coupe, je suis au niveau du trait violet et j'ai le sinus coronaire qui s'abouche dans l'oreillette gauche. Donc ça, c'est un piège classique de fausse image de CIA. Comment ? Alors, une fois qu'on a bien examiné cette coupe 4 cavités, quand elle est bien faite et bien interprétée, elle nous permet de dire qu'il n'y a pas d'anomalie de situs, qu'on n'a pas d'hypo-VG, pas d'hypo-VD, qu'il n'y a pas de CIA d'ostium primum, qu'il n'y a pas de CEV, qu'il n'y a pas de canal atrioventriculaire ou de ventricule unique, ce qui correspond à peu près à 50% des cardiopathies, et qui nous permet de suspecter, parce qu'il n'y a pas d'asymétrie des cavités, une coarctation de l'aorte et un retour veineux pulmonaire anormal total, 10% des cardiopathies. Une coupe 4 cavités bien faite et bien interprétée peut nous permettre de dépister 60% des cardiopathies. Alors après tout ça, on n'a pas du tout touché aux gros vaisseaux. Donc pour la pathologie des gros vaisseaux, il va falloir avoir d'autres plans de coupe. La CNEOF nous demande de regarder la voie d'éjection du ventricule gauche par l'obtention de cette coupe des continuités mitro- et septo-aortiques. Donc vous avez en haut cette coupe mitro-septo-aortique où vous avez l'aorte, la paroi antérieure de l'aorte qui vient en continuité avec le septum interventriculaire et la paroi postérieure de l'aorte qui vient en continuité avec la valve mitrale. Donc il n'y a pas d'interposition de septum conal. Si vous avez une pathologie de ces continuités septo-mitro-aortiques, vous avez en bas à droite la coupe normale et vous voyez en haut en dynamique la discontinuité. Vous avez une aorte qui n'est pas en continuité au niveau de sa paroi antérieure avec le septum interventriculaire. Vous avez une aorte qui se retrouve à cheval sur le septum interventriculaire. C'est ce que l'on appelle la CIV sous-aortique. Et ça, c'est la CIV de la tétralogie de Fallot, entre autres. Troisième coupe, donc c'est celle qui perturbe, on va dire. Cette coupe donc, qui va permettre en théorie de ne pas louper de transposition des gros vaisseaux. Donc on est censé voir le vaisseau en rond qui est l'aorte et l'artère pulmonaire qui se bifurque et qui vient en théorie s'enrouler autour de l'aorte. Donc pourquoi je n'aime pas cette coupe? Parce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ce vaisseau qui se bifurque, on ne sait pas d'où il sort, on ne voit pas d'où il sort et on ne nous demande pas sur l'iconographie de représenter son origine. Ça, ce sont des clichés que Nadine David m'a prêtés. Et vous voyez donc les clichés qui avaient été rendus avec un vaisseau qui se divise, donc qui est a priori une artère pulmonaire, autour d'un vaisseau en rond. Donc l'iconographie avait bien mis le cliché que nous recommande la CNEOF, sauf que cet enfant est né avec une transposition des gros vaisseaux, parce que ce cliché a été mal interprété, et on le reverra tout à l'heure, ce n'était pas ce qu'on nous demandait. Là, on est déjà au niveau des 3 vaisseaux qui ont été mal interprétés. Donc vous voyez que là, on en voit beaucoup des dossiers avec des clichés comme ça, et on n'est pas du tout sur la coupe que nous recommande la CNEOF, parce que moi, personnellement, je la trouve ambiguë. Alors, je ne vais sûrement pas me faire des copains, mais je la trouve très ambiguë. Tu es d'accord, ça va.
Je pense que la meilleure solution pour être certain qu'on a un croisement des gros vaisseaux, c'est de regarder l'origine des gros vaisseaux. Lorsque vous êtes sur votre 4 cavités, vous tournez votre sonde de 30 degrés vers la tête fœtale, vous dégagez les continuités septomitro-aortiques et vous basculez la sonde vers vous. Comme l'artère pulmonaire passe en avant, vous allez dégager voilà, l'aorte. Vous basculez un tout petit peu vers vous, c'est un tout petit mouvement, et hop, vous voyez l'artère pulmonaire qui sort du ventricule droit. Là, vous voyez la chambre de chasse du ventricule droit. Vous voyez ce croisement des gros vaisseaux et vous êtes sûr que ce sont bien les vaisseaux, le vaisseau qui bifurque. On est sûr que c'est une artère pulmonaire. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire d'erreur. Mais à mon avis, c'est la seule façon d'être sûr qu'il y a bien un croisement des gros vaisseaux. L'autre façon d'examiner les gros vaisseaux, c'est peut-être, je vais revenir un peu en arrière, mais aux précédentes recommandations du CTE, où on avait vraiment le cœur droit qui s'enroulait autour de la racine de l'aorte. Et là, également, si vous avez la bifurcation, vous ne pouvez pas passer à côté de la transpo en théorie. Donc, voyez le mouvement, c'est un papa qui m'a filmé. Donc, vous partez de la 4 cavités, et puis vous tournez de 90 degrés, et vous allez pouvoir dégager cet enroulement du cœur droit autour de la racine de l'aorte. Et là, vous savez que vous avez un croisement des gros vaisseaux. Alors, c'est plus difficile à faire. Je sais que c'est pour ça qu'elle a été supprimée, cette coupe, parce qu'elle est plus compliquée. Mais honnêtement, on prend beaucoup moins de risques. Si on n'a pas cet enroulement à partir de la racine des gros vaisseaux, ben vous voyez ce que ça donne. À aucun moment chez ce bébé, on ne peut avoir un vaisseau en long qui s'entoure autour d'un vaisseau en rond. On a deux vaisseaux parallèles qui sortent du cœur et c'est la transposition des gros vaisseaux. Et là, vous pouvez tourner dans tous les sens. Vous ne verrez jamais à la sortie du cœur de vaisseaux qui se croisent et qui font cette image. Par contre, si vous montez sur la coupe où vous cherchez la bifurcation, vous allez la trouver et elle va finir par tourner autour de quelque chose et vous faire méprendre le diagnostic. Une troisième façon de regarder, à mon avis, les gros vaisseaux, c'est de faire la coupe des trois vaisseaux, donc qui ne fait pas partie des recommandations de la CNEOF, mais je vous ai dit, on n'est pas obligé de faire tout ce que la CNEOF nous demande non plus, on peut aller plus loin. Donc cette coupe des trois vaisseaux, elle va passer au-dessus du cœur. Vous allez couper donc le cœur à la sortie des gros vaisseaux et vous allez avoir donc d'arrière en avant et de droite à gauche la veine cave supérieure, l'aorte et le tronc pulmonaire. Cette coupe a de multiples intérêts, je trouve. Elle vous permet déjà de voir que les vaisseaux sont bien alignés. Donc, il est très important de bien garder ce schéma veine cave supérieure, aorte, tronc pulmonaire aligné d'arrière en avant et de droite à gauche. Elle vous permet de voir, vous avez le petit T de la trachée, que l'aorte passe bien en avant de la trachée. Donc, elle vous permet de ne pas passer à côté d'une crosse aortique droite. Et elle vous permet en outre de regarder le thymus que vous voyez autour, qui est un peu hypoécogène. Ça peut toujours servir dans certaines pathologies. Donc, je lui vois plein d'intérêt à cette coupe. Alors, voilà comment on fait. Vous partez de la 4 cavités, vous montez et vous arrivez sur les trois vaisseaux. Alors, vous allez me dire, là, on le voit bien, l'enroulement. Oui, mais on pourrait ne pas voir la veine cave supérieure et du coup, on peut faire tourner tout ce qu'on veut. Vous pouvez y mettre la couleur et voir que les deux vaisseaux circulent dans le même sens, ce qui est très important pour ne pas passer à côté d'une atrésie pulmonaire ou aortique. Que donne la coupe des trois vaisseaux en pathologie? Alors, je vous ai dit, en bas, les trois vaisseaux doivent être parfaitement alignés. Lorsqu'on a une transposition des gros vaisseaux, vous voyez que les trois vaisseaux sont présents. Vous voyez qu'on a cette bifurcation. Vous voyez les deux vaisseaux qui s'enroulent autour de l'aorte. Je peux dire, j'ai ma coupe de la CNEOF, ça s'enroule. Sauf que quand on analyse bien, à aucun moment on ne peut aligner les trois vaisseaux. On n'a pas la ligne bien droite et on a une espèce d'accent circonflexe parce qu'on a l'aorte qui vient en avant parce qu'elle est mal posée, de l'artère pulmonaire et de la veine cave. Donc vous avez cet aspect en triangle, en chapeau là. Et si on reprend la coupe de Nadine David, c'était en fait une coupe des trois vaisseaux qui a été mal interprétée parce que vous avez l'artère pulmonaire, l'aorte en avant et la veine cave supérieure. Et c'est pour ça que l'erreur a été faite. Alors on n'a pas parlé du Doppler parce que la CNEOF ne nous demande pas de mettre le Doppler. Mais moi, je me dis que qui peut plus, peut le moins. Donc, pourquoi pas se mettre un petit peu de Doppler simplement sur les 4 cavités
pour regarder la perméabilité des valves auriculo-ventriculaires. Et puis de temps en temps, ça nous aide aussi. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque sur ces 4 cavités? Est-ce qu'elles sont symétriques? Elles ne sont pas symétriques. On a une grosse oreillette, je vais revenir en arrière, on a une grosse oreillette du côté droit. On a une oreillette gauche avec les retours veineux, un bon décalage des valves auriculo-ventriculaires, le ventricule gauche fait bien la pointe. En revanche, il y a une grosse oreillette droite. Pourquoi il y a une grosse oreillette droite? Si vous ne mettez pas la couleur, vous n'allez pas trouver pourquoi il y a une grosse oreillette droite. Donc je mets la couleur, et qu'est-ce que je vois? Il y a une fuite, une énorme fuite au niveau de la valve tricuspide qui va venir surcharger cette oreillette, et du coup, on a le diagnostic de dysplasie tricuspide. Alors, avec d'autres pathologies potentielles associées, mais c'est là la mise de couleur qui vous permet de conclure que cette oreillette est grosse parce qu'il y a une surcharge de cette oreillette en raison d'une pathologie valvulaire. Et ça, honnêtement, ça ne vous prend pas énormément de temps. Autre exemple, vous avez ici sur cette 4 cavités une asymétrie des cavités, surtout avec un ventricule qui a des parois très épaisses, et on a l'impression d'avoir un ventricule qui ne bouge pas beaucoup, une valve qui ne bouge pas beaucoup. Je mets la couleur et je m'aperçois qu'il y a une fuite. Vous la voyez, la fuite au niveau de la tricuspide qui est beaucoup plus petite que tout à l'heure, mais on a une fuite tricuspide. Donc là, je dois aller voir au-delà de ça, je vais regarder comment sont les voies d'éjection de ce ventricule droit et comprendre pourquoi il y a une fuite pulmonaire et pourquoi il est aussi musclé. Et je m'aperçois que l'artère pulmonaire, vous voyez, si on met la couleur sur les 2 vaisseaux au niveau de la 3 vaisseaux, on a 2 vaisseaux qui ne circulent pas dans le même sens, une aorte qui circule dans le bon sens, en revanche une artère pulmonaire qui est revascularisée à contre-courant. Et on pourrait dire du coup qu'il y a une atrésie pulmonaire puisqu'elle est revascularisée à contre-courant, mais en fait vous voyez qu'il y a un petit flux qui retourne dans le ventricule droit, et donc il y a une fuite pulmonaire. S'il y a une fuite pulmonaire, ça veut dire qu'il y a un passage, et donc on est là devant une sténose pulmonaire critique qui n'est pas du tout le même pronostic que l'atrésie pulmonaire. Donc le Doppler nous a apporté des renseignements. Et pour finir, un petit exercice pour vous montrer que l'analyse segmentaire du cœur nous permet de faire des diagnostics intéressants. Donc je suis sur une coupe 4 cavités. La gauche est donc en haut. Donc j'ai le rachis, l'aorte qui est bien à gauche du rachis. Je commence par les retours veineux. Donc les retours veineux se font bien dans l'oreillette qui est le long du rachis, on est d'accord? Donc c'est bien une oreillette a priori gauche avec une valve du foramen ovale qui va bien dans l'oreillette gauche, donc j'ai bien une oreillette gauche. L'oreillette qui est en position droite ne reçoit rien sur la coupe des 4 cavités, donc c'est a priori une oreillette droite. Je regarde les ventricules. Le ventricule qui est en position gauche, fait-il la pointe ou ne fait-il pas la pointe? Il ne fait pas la pointe du cœur. Si je regarde les valves, la valve qui est dans le ventricule qui est en position gauche est une valve qui est plus apicale que celle qui est dans le ventricule en position droite. Donc si c'est une valve qui est plus apicale, c'est une valve tricuspide. Donc si c'est une valve tricuspide, ça veut dire que c'est un ventricule droit. Donc j'ai une oreillette gauche au-dessus d'un ventricule droit. Je confirme avec le ventricule gauche. Le ventricule qui est en position droite, c'est bien la pointe du cœur, donc c'est un ventricule gauche. Et la valve qui lui est attribuée est bien en position postérieure, donc c'est un ventricule gauche. J'ai donc une oreillette gauche au-dessus d'un ventricule droit, une oreillette droite au-dessus d'un ventricule de type gauche, donc j'ai une discordance auriculo-ventriculaire. Vous voyez que là, c'est simplement l'analyse segmentaire du cœur, des parois du cœur, de la pointe du cœur qui nous permet de faire le diagnostic. Donc j'ai une discordance auriculo-ventriculaire. Je regarde donc les gros vaisseaux. Que se passe-t-il au niveau des gros vaisseaux? Le vaisseau qui sort du ventricule, qui est un ventricule gauche en position droite, se bifurque. On est d'accord? Vous voyez la bifurcation pulmonaire? Donc j'ai une artère pulmonaire qui sort d'un ventricule gauche en position droite. Je regarde l'autre vaisseau. J'ai 2 vaisseaux qui sont parallèles à la sortie du cœur avec une aorte qui est antérieure. Donc j'ai une dissociation ventriculo-artérielle puisque j'ai une artère pulmonaire qui sort d'un ventricule gauche et une aorte qui sort d'un ventricule droit. Quel est votre diagnostic? Une double discordance. J'ai une discordance
auriculo-ventriculaire et ventriculo-artérielle. Donc j'ai une double discordance. Et là, c'est simplement l'analyse segmentaire du cœur en repérant les cavités, leur position et leur morphologie qui nous permet de faire le diagnostic, dont le pronostic est plutôt favorable. Voilà, je vous remercie.